Khabti Khouatati, مساء الخير عليكم, أهلا وسهلا, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Zulfallah ou salam alaikum, il fait froid chez moi, c'est une journée de neige chez moi, il neige depuis tout à l'heure, depuis le début de l'après-midi. Donc voilà, je me suis caché quelque part, mais j'ai pas voulu arrêter de travailler quand même. Je vous ai toujours dit que ni la canicule, ni la sécheresse, ni la chaleur étouffante de l'été, ni le froid glacial de l'hiver, ni la neige ou la pluie, ni le vent ne pourront nous arrêter ou nous empêcher de partager avec vous toutes nos dernières informations sur les dossiers d'actualité algérienne et tous les résultats auxquels ont abouti nos recherches, nos investigations, notre travail en tant que journaliste indépendant, en tant que journaliste sérieux et rigoureux, parce que nous croyons au professionnalisme et nous ne voulons jamais verser dans les polémiques, ni répondre à l'injure par l'injure ou à la diffamation par la diffamation. Nous appartenons à la famille des professionnels des médias, donc on est des professionnels. Justement aujourd'hui à Jma'a, il s'est passé un événement, je ne dirais pas aujourd'hui, non, c'est de ces dernières 48 heures, les relations algéro-marocaines viennent d'opérer un nouveau virage, un virage alarmant, un virage inquiétant, un virage dangereux, et qui va malheureusement susciter des rebondissements majeurs et des tensions nouvelles et un climat encore beaucoup plus malsain et violent entre les deux plus importants pays du Maghreb. Le 17 janvier dernier, le Maroc et Israël viennent de signer un nouvel accord de défense militaire, un nouvel accord de coopération militaire qui englobe des actions communes dans la guerre électronique, la défense aérienne et le renseignement. Le Maroc va officiellement bénéficier au cours de cette année 2023 de l'expertise israélienne reconnue mondialement dans ce domaine-là, concernant le renseignement notamment et la guerre électronique, sans oublier la défense aérienne. Israël, je le rappelle, Yajma'a fait partie des 20 plus grandes armées du monde. Habba man habba wa karaha man karah. Tu peux ne pas reconnaître Israël, tu peux la détester, tu peux la diaboliser. Non, on n'est pas en train de parler avec nos sentiments, nous on s'intéresse aux faits. La supériorité militaire d'Israël sur l'ensemble des pays arabes, elle est nette et précise. Israël a négocié a pratiquement fait plus de 8 guerres. Elle les a remportées pratiquement toutes, même si on peut dire qu'en 2006, la guerre du sud du Liban, la guerre contre le Liban, le Hezbollah a repoussé l'armée israélienne. Quand on voit les dégâts infligés au Liban, comment le Liban a été totalement détruit, quand on voit l'ensemble des pays qui ont fait la guerre à Israël, comment ils ont été détruits et comment ils ont été défaits, on ne peut pas dire qu'Israël n'est pas une puissance militaire. Seule puissance militaire titulaire ou qui possède des ogives nucléaires, on parle d'une centaine d'ogives nucléaires quand même. Certains chiffres parlent même de jusqu'à 400 ogives nucléaires. La puissance nucléaire d'Israël reste un tabou. Israël est très peu contrôlé, très peu encadré. Elle ne reconnaît pas les lois internationales. Elles se sont au-dessus de toutes les lois internationales. C'est une puissance militaire incontournable. Donc le fait que le Maroc et Israël signent un nouvel accord de coopération dans 3 domaines clés, qui sont des domaines de guerre, je rappelle, quand on se prépare, quand on veut développer la défense aérienne, c'est-à-dire qu'on se prépare à un scénario d'une agression, à un scénario de défense contre une agression potentielle. Quand on veut développer la cyberguerre, la guerre électronique, et quand on veut se renforcer dans le renseignement, c'est qu'on se prépare non seulement à défendre, mais aussi à attaquer. Et on se prépare à des affrontements où là, un scénario de confrontation d'une probabilité très forte. Tout s'est passé lors d'une réunion qui a regroupé l'inspecteur général des forces royales marocaines, qui s'appelle Farouk Belkhir, qui est l'équivalent du chef d'état-major de l'armée en Algérie. Au Maroc, c'est une monarchie, donc le chef d'état-major et le chef suprême des armées au Maroc, c'est le roi. Mohamed VI, c'est une monarchie. Et en tant que monarchie absolue, le roi détient le pouvoir et c'est lui qui dirige les forces militaires et c'est lui qui est non seulement le chef suprême mais aussi le chef d'état-major de l'armée. En Algérie, le président de la République, qui est aussi ministre de la Défense nationale, est chef suprême des forces armées, mais il n'est pas chef d'état-major de l'armée. Il y a une différence. Donc, c'est pour ça qu'au Maroc, il y a l'inspecteur général des forces royales marocaines. Il n'y a pas de chef d'état-major au proprement parler, parce que le chef d'état-major, c'est le roi et le monarque. Farouk Belkhir, le Belkhir Farouk, a rencontré le chef du bureau
des affaires politico-militaires du ministère de la Défense israélien. Ils ont conclu cet accord qui est le deuxième du genre, après celui signé par le ministre de la Défense israélien Benny Gantz en novembre 2021 et qui a scellé une alliance militaire officielle entre Israël et le Maroc. Et c'est le premier pays arabo-musulman, excusez-moi, c'est le premier pays arabo-musulman qui a conclu, il a mis en place une alliance militaire très développée. C'est que le Maroc ne s'est pas contenté de normaliser ses relations avec Israël, il est allé encore plus loin en nouant des relations de coopération militaire qui lui permettra encore une fois, indubitablement, de bénéficier d'une expertise de guerre qui est très précieuse. Encore une fois, je ne suis pas en train, je parle de faits. Les Israéliens, c'est une superpuissance pour leur jeter des fleurs. Moi, j'ai rien à gagner dans cette histoire. Mais il faut rester sincère et sérieux. Israël, c'est une start-up nation, comme on l'appelle. 10% de sa richesse nationale provient de ses activités, de ces jeunes entreprises qui produisent des nouvelles technologies, des logiciels de cybersécurité et qui font de l'innovation technologique et scientifique. Israël, comme c'est une superpuissance militaire dans la région du Moyen-Orient et du Proche-Orient, même sur le plan mondial, grâce à son arsenal nucléaire, ces guerres qu'elle a gagnées sur le terrain, bien sûr qu'elle a essuyé, il y a des batailles qu'elle les a perdues, il n'y a aucune armée qui a remporté 100% de ces affrontements, mais dans 90% des cas, on ne peut pas nier qu'Israël domine ses adversaires et ses voisins. Et aujourd'hui, voir la superpuissance militaire israélienne aux portes de l'Algérie, dans un nouvel accord de coopération avec le Maroc, il est compréhensible que les dirigeants algériens paniquent. Et c'est ce que peut-être les Marocains ont du mal à comprendre. Il faut se mettre à la place des dirigeants algériens. Vous êtes cernés de toutes parts. Le Sahel brûle, avec des groupes armés radicaux qui pratiquement occupent des régions entières dans le nord du Mali, dans le nord du Burkina Faso, dans le nord du Nigeria, maintenant dans le nord du Bénin, avec une insécurité totale au Sahel. Zidilha, une Libye qui brûle, qui est en guerre civile, et dont la moitié du pays est occupée par les forces du maréchal Haftar, qui est officiellement anti-algérien et qui fait des alliances avec des pays qui sont hostiles aux intérêts de l'Algérie dans la région, notamment les Émirats Arabes Unis en particulièrement. Zid Tchouf, la Mauritanie, elle est fragile, et elle fait face aussi à des menaces salafistes djihadistes élevées. Il est tout à fait normal que les dirigeants algériens se sentent dans une insécurité déconcertante et intégrale, que le voisin marocain renforce son alliance militaire avec Israël. En quoi ça peut constituer une menace pour l'Algérie? S'il n'y a jamais une guerre ouverte, parce qu'il y a eu des affrontements militaires, il y a eu la guerre des Sables en 1963, il y a eu 2 batailles à Mgala entre 75 et 76, mais jamais eu de guerre réelle entre l'Algérie et le Maroc. Il y a eu des affrontements militaires, des escarmouches limitées qui se sont soldés par un bilan de pertes humaines et matérielles qui reste relativement limité par rapport à d'autres guerres que le monde arabe et musulman a connues ou que le continent africain a connu. S'il n'y a pas eu de guerre, c'est parce qu'il y a eu un équilibre de la terre. On a un équilibre de force, on a un équilibre de la terreur. C'est vrai que l'Algérie, durant l'époque de Bouteflika, a bénéficié d'une manne pétrolière importante et l'armée algérienne s'est dotée jusqu'à 9 voire 10 milliards de dollars de budget et elle a renforcé, modernisé ses équipements militaires et elle s'est constituée une armée de plus de 500 000 hommes. Sauf que l'armée algérienne, elle revient de loin. Durant les années 90, le pays était isolé, blacklisté, soumis à un embargo international. Et à l'époque, on peut même dire que militairement, l'Algérie ne valait pas beaucoup de grandes choses face au Maroc. Et s'il n'y avait pas les brigades d'autodéfense de la population algérienne, peut-être qu'on n'aurait pas pu gagner la guerre contre le terrorisme. Et ça, de l'aveu même de plusieurs généraux algériens qui le reconnaissent. C'est vrai que sur le plan logistique et purement matériel, l'Algérie donne l'impression qu'elle est supérieure au Maroc parce qu'elle a dépensé des centaines de milliards de dollars durant les 20 dernières années pour renforcer et moderniser ses équipements militaires. Nous avons des très bonnes forces navales, nous avons des sous-marins, ce que le Maroc n'a pas. La marine algérienne, comme je dis, est beaucoup plus développée que la marine marocaine. La flotte, peut-être au niveau des forces aériennes, l'Algérie a une supériorité légère par rapport au Maroc. Mais ça reste équilibré. Pourquoi? Parce que le Maroc, si l'Algérie se finançait, s'achetait, s'approvisionnait au niveau de la Russie, auprès de la Russie, son fournisseur traditionnel, les Marocains se sont approvisionnés auprès de leurs partenaires occidentaux, notamment la France et notamment les États-Unis d'Amérique.
le Maroc, il n'y a pas de gros... c'est-à-dire que l'Algérie n'est pas une superpuissance militaire face au Maroc. Il y a toujours un certain... S'il n'y a pas eu d'équilibre de force, il y a un équilibre de la terreur. Je parle d'un équilibre de la terreur. L'équilibre de la terreur, c'est que peut-être que quand il y a deux adversaires, l'un des deux adversaires est inférieur au premier, mais sa capacité de nuire et de se défendre fait en sorte que le puissant ne s'aventure pas à toucher l'inférieur. C'est ce qui se passait entre l'Algérie et le Maroc. Il y a eu un équilibre de terreur. Le Maroc pouvait faire mal à l'Algérie et l'Algérie savait très bien qu'une guerre se solderait par énormément de pertes et qu'elle n'a pas la garantie de gagner. Donc, les équilibres sont restés les mêmes et il n'y a pas eu de guerre. Peut-être des guerres médiatiques, psychologiques, diplomatiques, ou là, une guerre en utilisant le Front Polisario, mais un accord de paix depuis 1991. Les violences ont repris depuis la 2000, mais ça reste les actions menées par le Front Polisario soutenu par l'Algérie, ça reste des actions très limitées et vraiment des actions de guérilla qui n'ont pas d'impact majeur sur les rapports de force et qui n'ont jamais d'ailleurs pu déranger la présence marocaine au Sahara occidental, une présence que l'Algérie qualifie d'occupation et que le Maroc qualifie de protection de l'intégrité territoriale. Peu importe les idéologies des uns et des autres, ou là les avis des uns et des autres, on n'est pas là pour donner raison à l'un ou à l'autre. C'est pas parce que je suis algérien que je dois donner raison aux Algériens. Et c'est pas parce que les Marocains sont Marocains qu'ils doivent donner raison au Maroc. Le problème aujourd'hui, c'est que l'intervention et l'ingérence d'Israël dans la région va bousculer cet ordre établi. Les guerres éclatent, Yajma'a, regardez l'actualité et l'histoire. Les voisins, quand deux voisins font la guerre, lorsqu'il n'y a plus d'équilibre de force, lorsque un se sent supérieur à l'autre, il va finir par l'attaquer, il va finir par lui faire la guerre. Sauf l'Algérie aujourd'hui se sent menacée davantage parce qu'elle a compris que depuis 2020 et 2021, cet équilibre de terreur et de force entre l'Algérie et le Maroc est en train d'être rompu. Qui les Israéliens donnent des armes, des logiciels d'espionnage, des unités de défense aérienne, des équipements sophistiqués. L'Algérie, elle se dit, attention, là les rapports de force sont en train de changer. Le Maroc pourrait prendre le dessus. Surtout que depuis le début de la guerre de l'Ukraine, chefna que les armes russes n'ont aucune efficacité. L'Algérie, à 80% de son armement vient de Russie. La Russie, les armes russes, c'est de la quincaillerie. C'est une véritable quincaillerie. La grande armée russe, avec ses armes soi-disant sophistiquées, n'a absolument rien pu faire sur le front ukrainien. La Russie a essuyé énormément de défaites et pour contrôler quelques villages et quelques petites villes, elle éprouve de grandes difficultés. Donc, le chef Nablé, l'armement occidental, était beaucoup plus efficace et redoutable. Il a permis à une armée ukrainienne déstructurée, désorganisée, de prendre le dessus très facilement. Donc l'Algérie, elle est inquiète à juste titre. Elle est inquiète à juste titre parce qu'elle voit qu'il y a des rapports de force qui sont totalement en train de changer sous ses yeux. Elle chauffe l'armement russe au cas d'une confrontation générale ou la majeure, il risque pas d'être très efficace. Les Israéliens qui sont en train d'armer et de soutenir le Maroc pourront facilement renverser les rapports de force, comme les États-Unis d'Amérique et l'Occident a renversé les rapports de force en quelques mois entre l'Ukraine et la Russie. Qui chauffe par exemple un exemple récent d'une guerre qui a opposé les deux voisins, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, durant la fin de l'année 2020. L'Azerbaïdjan et l'Arménie, jusqu'à pratiquement la dernière guerre qui les a opposés, c'était 1994. Ensuite, il y avait des petits affrontements en 2010, en 2014, etc. Mais jamais sans qu'il y ait beaucoup de dégâts. Mais en 2020, l'Azerbaïdjan, il a attaqué pourquoi ? Parce qu'il se sentait beaucoup plus fort que l'Arménie. L'Azerbaïdjan qui a beaucoup de pétrole, donc il a investi beaucoup d'argent, il a acheté beaucoup d'armes. Et la Turquie, qui est devenue une puissance militaire qui compte sur la scène internationale, elle a fourni beaucoup d'armes, beaucoup d'équipements militaires à l'Azerbaïdjan, ce qui a fait la différence avec l'Arménie qui était essentiellement équipée par les armements russes, par les armes russes, par les équipements militaires russes. L'Arménie a même un traité de protection avec la Russie. Et s'il n'y avait pas l'intervention de la Russie pour imposer la paix et pour faire des négociations, l'Azerbaïdjan, il a infligé une raclée à l'armée arménienne, qui est essentiellement, encore une fois, équipée par des armes russes. Donc, quand l'équilibre entre deux voisins ennemis dans le sens où il n'y a pas de désaccord politique majeur entre le Maroc et l'Algérie, il y a des désaccords majeurs. Mais vraiment majeur sur la question du Sahara occidental, sur la question du leadership régional, sur plusieurs questions diplomatiques.
Il y a une concurrence entre l'Algérie et le Maroc au Mali, au Sahel, il y a une concurrence entre l'Algérie et le Maroc en Libye, en Mauritanie. Il y a une rivalité importante. Quand deux rivaux, l'équilibre qui les maintenait dans des positions stables est rompu, là, le risque de guerre est élevé. Le risque de guerre est élevé, c'est-à-dire que les généraux algériens, par stress, par angoisse, par tension, ils veulent qu'on doit se défendre. Ben, la meilleure défense, c'est d'attaquer. Et là, le Maroc, avec l'appui militaire israélien, il gagne beaucoup, il bombe le torse, il va gagner beaucoup de confiance en lui-même, il va se sentir en sécurité et un certain sentiment d'impunité qui pourrait l'animer, et des actions militaires entre les deux pays ne sont pas à exclure. C'est pour ça que cette coopération renforcée entre Israël et le Maroc représente un danger, notamment une menace pour le Maghreb et pour l'Algérie. C'est pour ça que l'Algérie perçoit ce renforcement militaire, le renforcement de la coopération militaire entre le Maroc et Israël comme étant une menace. C'est ça les données qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a un équilibre qui est en train d'être rompu. La rupture de cet équilibre, c'est le début de tous les scénarios, de toutes les dérives, ou là de tous les dangers. La seule solution, c'est qu'il y ait des puissances, d'autres puissances autres qu'Israël, qui ne prennent pas parti ni en faveur de l'Algérie ni en faveur du Maroc, qui viennent, qui imposent un processus de négociation et qui imposent un accord de paix et qui imposent une réconciliation. L'intervention des partenaires étrangers en faveur de l'Algérie ou en défaveur du Maroc ou en faveur du Maroc comme en défaveur de l'Algérie ne peut que mener vers envenimer la situation encore davantage, le pourrissement de la situation, et elle augmente malheureusement ces actions, ces démarches, ou là, ces plans, ces manœuvres augmentent le risque d'une confrontation militaire entre le Maroc et l'Algérie, ce qui est un danger qui n'est pas à exclure malheureusement, parce que le problème algéro-marocain ne concerne plus l'Algérie et le Maroc, concerne d'autres puissances mondiales et régionales qui interviennent sur l'échiquier maghrébin, Israël, la Turquie, la Russie, les États-Unis d'Amérique, les pays européens, le Qatar, etc., etc.